Bonjour, bon après-midi, bonsoir, mesdames et messieurs, selon l'endroit du monde où vous vous trouvez. Bienvenue à vous toutes et vous tous à la conférence finale de AFD, Union européenne, Facilité de recherche aux inégalités. Je m'appelle Nozipo Chabala là, et c'est un plaisir de modérer l'ouverture et la clôture de cette session plénière. Alors, vous savez, nous sommes connectés un peu partout dans le monde pour partager les résultats de 3 années de recherche, à savoir 23 projets sur plus de 20 pays. Et l'objectif aujourd'hui est vraiment de profiter de cette conférence finale pour tirer des conclusions, pour entendre les contributions, pour informer les politiques, les stratégies. En plus, c'est également l'occasion pour nous de profiter de ce moment pour aborder les étapes des projets, pour passer des résultats à l'impact, à des politiques. Donc, pendant ces 4 jours, mesdames et messieurs, cette invitation vous est ouverte pour vous engager, vous connecter, les décideurs politiques, les leaders de la société civile, du monde académique et d'organisations internationales. Une façon de procéder, c'est en vous invitant. C'est en participant à Slido. Ça veut dire que vous allez pouvoir m'envoyer des questions, faire des commentaires et j'essaierai du mieux que je peux d'intégrer dans les échanges, les conversations et d'intégrer donc ces questions lors des discussions en panel pour que ce que vous avez à dire, votre voix, tout cela soit inclus, intégré dans ce moment important. Nous allons bien sûr aussi créer des opportunités pour vous de vous connecter entre vous, d'interagir. Donc, j'espère que vous allez vraiment tirer profit de cet événement. Cette conférence passe sur les médias sociaux par le hashtag Research Inequalities et nous espérons vraiment que vous allez participer à cette conversation mondiale et en ligne. Mesdames et messieurs, vous aurez remarqué également qu'il y a de l'interprétation en français et en anglais. Donc, j'espère de la sorte que vous pourrez participer véritablement à nos échanges. Nous allons commencer par 2 discours d'ouverture et j'ai le plaisir de vous présenter la commissaire européenne de la DG Partenariats internationaux de la Commission européenne, Madame Jutta Urpilainen, qui va partager avec nous les idées qui vont étayer cette conférence de 4 jours. Madame Urpilainen, vous avez la parole. Merci beaucoup. Lutter contre les inégalités, mener la lutte des inégalités. Alors moi, par rapport à cela, mon raisonnement est très simple. Personne ne choisit de naître là où il naît. Personne ne choisit ses parents. Mais en tant que décideur politique, nous pouvons nous faire en sorte que nos origines ne nous prédestinent pas à une vie d'inégalité. Et ça, pour moi, c'est un principe qui m'est cher. La pandémie de COVID-19 et l'impact de cette pandémie sur les systèmes de santé, sur les sociétés, sur les économies, a agi comme un rayon X. Malheureusement, ça n'a fait qu'exacerber les inégalités. Ça a frappé les plus vulnérables. Ça a été de plus en plus difficile de ne laisser personne à la traîne. Donc, il est clair que nous devons répondre. Et en tant que commissaire européen des partenariats internationaux, je place la lutte contre les inégalités au centre de notre coopération internationale. Nous devons à tout prix travailler sur les inégalités et faire de cette lutte un objectif transversal. Donc, nous devons agir sur différents plans, le plan social, économique, environnemental, par une collaboration avec les différents pays et les collaborateurs, les partenaires internationaux.
Je vais vous expliquer ma manière de lutter contre les inégalités. En fait, j'ai une mission qui porte sur 3 chapitres. C'est tout d'abord la politique économique et fiscale. Les opportunités s'accompagnent forcément d'obligations. Si tout le monde paye sa part d'impôts, il y aura plus d'opportunités pour améliorer l'éducation, les systèmes de soins de santé et les systèmes de protection sociale. L'Union européenne est vraiment derrière l'initiative EdXTax afin de collecter les impôts sur le revenu et d'utiliser ces taxes et ces impôts pour lutter contre les inégalités. Mais pour cela, il faut des institutions qui travaillent, qui œuvrent vraiment pour les gens, pour les personnes. On a déjà remarqué à quel point la mobilisation des ressources intérieures permettent d'agir dans ce sens. Ce sont les indicateurs qui nous ont permis de l'évaluer. Dans des pays comme l'Afrique, en fait, entre 2015 et 2019, la levée d'impôts a permis d'augmenter de 2 le PIB entre 2015 et 2019. Nous devons aussi lutter contre la fraude fiscale, les flux financiers illicites et la corruption et les inégalités économiques. On estime à plus de 700 millions d'euros la somme qui fait l'objet de la fraude fiscale rien qu'en Afrique. Donc, ces chiffres représentent des volumes. Alors, pour donner un petit peu une idée plus claire, une perspective, ceci permettrait en fait de résoudre les problèmes financiers de la moitié du continent. Alors, il est question également de souveraineté nationale. Chaque pays doit mener à bien ces réformes inclusives en mettant l'accent, en renforçant la classe moyenne et en s'adressant également au secteur informel. En tant que partenaire, nous pouvons assister, faire du renforcement de capacité, fournir une expertise afin de mettre en œuvre, afin de faire en sorte que ces pratiques soient mises en œuvre. Nous allons également soutenir la société civile comme étant un peu qui agirait un peu comme un chien de garde. En même temps, nous devons joindre l'acte à la parole. Pour l'Union européenne, cela signifie qu'on fasse qu'il y ait des rapports nationaux de la situation d'impôt de taxation des multinationales afin de lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Ensuite, je crois qu'il faut investir dans les gens et investir dans la planète. Le développement humain, notamment l'éducation, est un des outils d'égalisation les plus forts de la société. La pandémie a perturbé l'éducation de centaines de millions d'enfants partout dans le monde. Il y a un risque que beaucoup de ces jeunes, et surtout les petites filles, ne retournent jamais à l'école après la pandémie. C'est pour cela que j'ai décidé d'augmenter les dépenses à l'éducation dans les pays partenaires de 7% à minimum 10% plus, afin d'être sûr qu'on couvre toutes les filles, les jeunes filles, afin qu'ils puissent obtenir des compétences qui correspondent aux besoins du marché du travail par la suite. Toujours par rapport au développement, ce qui importe, c'est l'avenir de la planète, de notre maison à tous. Le changement climatique, la dégradation environnementale augmentent les inégalités parce que ça touche plus les pays pauvres et les communautés pauvres. Le Green Deal européen est une stratégie ambitieuse qui accélère la transition vers une société durable à faible intensité de carbone. En tant que commissaire, j'en appelle à un véritable partenariat international pour passer à une transition juste et équitable pour tout le monde. La question est de savoir comment allons-nous répondre à cet engagement.
Nous sommes en train de programmer nos actions à l'horizon de cette année sur la base d'une stratégie adoptée la semaine dernière, et c'est là une opportunité d'intégrer la lutte contre les inégalités dans toutes nos actions et de placer cette lutte au centre de nos actions. Et nous voulons agir de manière efficace ensemble avec tous les États membres. Notre manière de faire sera essentielle pour promouvoir plus d'équité et d'égalité dans les pays partenaires et au niveau mondial. Alors, Team Europe, qui a été créé à cet effet, a été créé en début de la pandémie et sert à coordonner, à assister les partenaires. Ça fait partie maintenant du tissu même de nos actions extérieures. Nous avons maintenant l'occasion de développer l'initiative Team Europe et d'en faire un peu un phare de la lutte contre les inégalités. Et nous comptons sur l'Agence française de développement et les institutions financières internationales pour que ceci devienne réalité. Alors, chers amis, mon troisième et dernier point est le suivant. Une des plus grandes inégalités, c'est ce sentiment qu'on appartient à nulle part, qu'on ne vient de nulle part. Le développement durable, l'égalité des chances, tout cela repose sur le principe de la démocratie, l'inclusion sociale et la participation. C'est la raison pour laquelle lutter contre les inégalités signifie qu'il faut investir dans des États qui fonctionnent et dans des sociétés résilientes. Avec notre nouveau plan d'action sur les droits humains et la démocratie, nous nous engageons à promouvoir les valeurs démocratiques. Valeurs démocratiques, ça signifie qu'il faut des institutions saines, des médias et une société civile qui fonctionne de manière démocratique. Mais ça veut dire aussi autonomiser les jeunes, les femmes, afin de garantir qu'ils participent au processus de prise de décision. Il n'y aura pas de reprise mondiale durable sans les femmes et les jeunes pour diriger cette reprise. Donc, chers collègues, je voudrais une fois de plus remercier l'AFD-EU Facilité de recherche sur l'égalité pour tous les efforts et le travail réalisé. Avec des outils et des méthodes qui ont été développés, nous allons pouvoir accroître, renforcer l'impact de notre coopération internationale sur la lutte contre les inégalités. L'objectif de développement durable numéro 10, concernant la lutte contre les inégalités, est ce qui nous unit, ce qui nous cimente. Nous avons une vision, nous avons les politiques, nous avons les partenariats et nous avons les outils. À nous maintenant de provoquer ce changement. Et comme vous l'aurez constaté, j'ai bien l'intention de faire partie de ce changement à vos côtés. Merci. Merci beaucoup, cher commissaire. Merci d'avoir bien cadré les informations, les échanges qui vont suivre. Effectivement, l'impact de la COVID-19, c'est effectivement comme un rayon X qui a mis en exergue les inégalités dans la société. Et vous avez bien expliqué que les politiques publiques doivent se poursuivre au-delà de la pandémie. Vous avez parlé de l'éducation, de politique fiscale. Et pour ce qui est de l'inclusion sociale, une des manières de réduire les inégalités dans nos sociétés. Donc, merci de tous ces messages. Merci de votre contribution. Merci pour ce très beau discours d'ouverture. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons maintenant voir la contribution de Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Mesdames et messieurs,
Je vous invite à écouter Madame la attentivement le commissaire, chère message Jutta de Monsieur Urpilainen, Bowles. messieurs les directeurs généraux, cher Rémi Rioux, cher Kunduns, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec vous par vidéo interposée aujourd'hui pour aborder cette question essentielle de la lutte contre les inégalités. Et je sais l'ampleur de votre action, celle de la Commission européenne, celle de l'Agence française de développement, dans un moment, la crise mondiale que nous connaissons, qui est sanitaire, qui est économique, qui est sociale, dont nous savons qu'elle va renforcer inévitablement dans nos pays, partout dans le monde, le risque d'inégalité, les risques de fracture dans nos sociétés. Et l'action que vous menez sera encore plus essentielle. Je veux rappeler quelques aspects parce que nous sous-estimons parfois ce que l'équipe d'Europe fait en matière de développement, de lutte contre les inégalités dans le monde. L'équipe d'Europe, qui a été si active pendant cette crise en particulier, en réunissant davantage encore nos efforts, nos compétences et nos actions, c'est le premier bailleur, le premier soutien à l'aide au développement dans le monde. Nous ne le disons pas assez, nous ne le faisons pas assez valoir et notre rôle sera plus primordial encore à l'issue de cette crise. Nous avons aussi en France renforcé notre action pour le développement et donc pour la lutte contre les inégalités, avec un engagement financier plus important, 0,55% du RNB à l'horizon 2022, pour nous remettre sur un chemin crédible vers l'objectif de 0,7%, avec une loi pour le développement qui vient d'être adoptée dans la première de nos assemblées avant de poursuivre sa route parlementaire dans les semaines qui viennent et qui est essentielle. Mais plus largement, c'est la notion même d'inégalité que nous devons interroger. Nous savons, vous le savez, mieux que personne, les politiques de développement ne sont plus centrées sur l'idée d'augmenter la croissance en général, d'augmenter le revenu moyen sans se préoccuper de la répartition des richesses, d'éléments plus qualitatifs, l'attention au climat, à l'éducation, des jeunes filles en particulier. Et donc c'est cet engagement que nous devons mettre en œuvre. Et dans ce cadre, vous avez pris, il y a maintenant plus de 3 ans, depuis 2017, une initiative originale, celle qui d'abord réunit les institutions européennes et l'Agence française de développement, et je veux saluer ce partenariat, pour mener des actions de recherche avec les pays concernés, plus de 23 projets dans 20 pays, pour analyser la question des inégalités, la façon dont les politiques de développement peuvent mieux contribuer à la réduction de ces inégalités. Vous avez consacré plus de 4 millions déjà à ces financements et ces actions de recherche locales. Et à partir de cette année, nous relancerons ensemble des financements, plus de 3 millions d'euros de nouveau, pour continuer cette action. Et pour en tirer ensuite des recommandations concrètes, pas des actions théoriques, pour améliorer la qualité et l'impact de nos politiques de développement. Cette équipe d'Europe, cette attention aux inégalités, cet engagement pour le développement, c'est profondément notre modèle européen. Nous devons renforcer notre capacité d'action commune et votre partenariat en témoigne. Nous devons renforcer nos financements, je le disais, et nous devons être les premiers acteurs de la réduction des inégalités dans le monde. C'est un combat que nous pouvons gagner et que l'après-crise rendra plus essentiel que jamais. Merci beaucoup, bon courage pour vos travaux, bon courage pour les actions que vous menez sur ce sujet essentiel. À très bientôt. Oui, merci beaucoup à Clément Beaune pour ce beau message. Ceci nous rappelle l'importance de s'engager dans la lutte contre les inégalités, mais également dans les partenariats à long terme et de faire des efforts conjoints avec cet état d'esprit qu'on est un partenariat. Donc, parce qu'il s'agit bien sûr de réduire les inégalités pendant la crise, mais également à l'horizon bien plus lointain, à l'horizon durable. Comment donc maintenir donc ce qui aura réussi après la crise. Nous allons passer maintenant à un panel de haut niveau, mais avant cela, j'aimerais vous montrer une petite vidéo concernant le guide de l'Union européenne en matière de lutte contre les inégalités. Cette vidéo montre les manières pratiques de lutter contre les inégalités. Suite à cela, je vous présenterai notre panel de haut niveau
avec qui nous allons avoir des échanges très intéressants, j'en suis sûre. Mais avant cela, une petite vidéo sur le document de référence de l'Union européenne sur les inégalités. Inequality refers to the unequal distribution of goods, resources and rights, and can have a profound impact on all dimensions of sustainable development, especially poverty, hindering poverty reduction efforts and growth. It can be measured in terms of opportunities or outcomes between people who have a shared identity, such as gender, ethnicity, religion, or geographical location, and be manifested in incomes, social goods, environmental resources, or decision-making. The EU has produced a guide to help make its development cooperation more effective in addressing inequalities. It comprises 3 volumes. Volume 1 on the concepts. Volume 2 includes a set of 18 policy briefs for the design of policies. Volume 3 outlines the guiding principles and tools to mainstream the reduction of inequalities across all operations. The focus is on economic inequality, which is the difference between people in terms of income, money received, consumption, goods and services purchased, wealth, the sum of assets. These concepts are explained in Volume 1 on the theoretical background and trends. Total income equality is neither possible nor desirable. The objective is to have less income inequality with a focus on extreme disparities, as called for by the 2030 Agenda. There are diverse factors that determine income inequality, including trade, taxation and transfers, migration, demography, education and health, functioning of institutions, democracy and social cohesion, gender policies, economic development and shocks, the labour market, natural resources and infrastructure. Volume 2 of the guide presents 18 policy briefs to guide the design of different policies linked to these issues. The EU believes that development cooperation must be more responsive to the challenge of reducing inequalities and addressing its causes. The guide demonstrates how EU cooperation can better address the drivers of inequality by investing in education, widening access to land and finance, addressing gender inequalities, using digitalisation to serve the needs of the poorest, promoting decent work, targeting investments for the bottom 40%, maximising the employment potential of investment and trade, supporting resource mobilisation and progressive fiscal policies, providing universal social protection and health coverage, fighting climate change, protecting the most vulnerable. Volume 3 presents a set of guiding principles and recommendations and is packed full of useful tools to help EU staff and partners mainstream the reduction of inequalities across all operations. By using an inequality lens, we can be challenged to think differently about the opportunities and outcomes of our cooperation. 4 core principles are recommended. They are: apply the beneficiary approach through participation and consultation, promote accountability and transparency, redistribution and the targeting of the bottom 40%, address spatial inequalities and inequalities between groups. Volume 3 proposes options on how to address difficult challenges, as inequality can be contentious. Structural causes of inequality can go beyond the policy sphere. Quantifying evidence on inequalities requires data, which can be costly and difficult to ascertain. We demonstrate in a practical way how to ensure analysis on how budgets and resources benefit different locations or groups, support national statistical capacities, promote dialogue amongst all stakeholders. This EU Inequalities Guide calls for a shift in our approach to make development cooperation more responsive to this fundamental development challenge. This is needed now more than ever and will help achieve sustainable development that truly leaves no one behind. Use, apply and share this guide and lead the change for a more equal world.
Voilà, c'est un appel à l'action très clair. On peut changer un monde pour un monde plus égal. Et ce guide rappelle que la coopération internationale peut être tout à fait efficace dans la réduction des inégalités de manière durable. On nous rappelle bien sûr 4 principes clés et tout en sachant bien évidemment qu'il y a des défis que la coopération internationale doit relever. Bien, mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer aux discussions en panel. Il est très important, tout d'abord, de situer le thème de ces échanges. Le thème est les inégalités dans un monde en crise. En fait, rappelons-nous, l'année dernière, le PNUD a publié un rapport expliquant que même à très court terme, on sait que la crise aura des effets d'inégalité à long terme. Et on sait que ce sont les plus vulnérables et les plus pauvres qui sont le plus frappés par la COVID-19. Et donc, ce panel va mettre l'accent sur cette crise particulière que nous vivons et en appeler à la solidarité internationale. Nous allons d'abord entendre M. Koundou, directeur général des partenariats internationaux pour la coopération internationale et le développement de la Commission européenne. Merci d'être là. Bienvenue. Nous savons que votre leadership s'est fait bien remarquer au Moyen-Orient, dans le Pacifique, aux Caraïbes, en Afrique, et nous sommes impatients de pouvoir profiter de votre expertise. Monsieur Rémy Roux, ensuite, bienvenue Monsieur Rémy Roux, qui est le directeur général de l'Agence française de développement, qui va également participer à ces échanges. C'est un champion du développement, notamment lorsqu'il s'agit d'assister le développement en Afrique. Nous sommes très heureux donc qu'il contribue à cette conversation depuis l'Afrique du Sud. Ensuite, nous entendrons le professeur Laster, qui est le directeur de To Equity Institute, la directrice fondatrice. L'axe de sa recherche concerne le développement économique, les inégalités, les politiques sociales, avec un accent sur l'Amérique latine. Professeur Lustig, je suis très contente de vous accueillir et je me suis réjouie de vous entendre. Mesdames et messieurs, nous allons également écouter Gabriela Boucher, directrice exécutive à Oxfam International. Nous savons que Oxfam International, Gabriela Butcher est un leader en matière d'injustice sociale, dans la lutte contre les injustices sociales, les inégalités. Et donc, nous sommes très contents de vous avoir avec nous, Madame Gabriela Boucher, et de faire écho également aux commentaires que la commissaire Upilianen a fait dans son discours d'ouverture. Nous accueillons également Monsieur Branko Milanovic, qui est chercheur senior au Stone Center sur l'inégalité socio-économique. Il est également professeur au sein de l'Université Intercity de New York et il travaille essentiellement dans la lutte contre les inégalités. Monsieur Milanovic, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Mesdames et messieurs, notre dernier intervenant sera également Monsieur Magdi Martinez-Soliman, qui nous parlera via une vidéo préenregistrée. Il est le directeur de l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement et il a joué un rôle important via les Nations Unies et ce depuis 18 ans au Burundi, au Bangladesh et au Togo. Donc je pense que nous allons avoir des échanges très riches, comme vous pouvez le constater, grâce à ce large éventail d'intervenants. Alors je voudrais peut-être commencer cette conversation en posant
simplement une question. Si on réfléchit à la crise sanitaire actuelle et la crise économique actuelle, on pourrait se demander comment la crise va avoir une incidence sur la coopération au développement au sein de l'Union européenne. Donc, je vous propose de commencer par cette question. Est-ce que l'on va devoir configurer cette coopération au développement en adoptant le point de vue de l'Union européenne? Je vous en prie. Oui, merci beaucoup et merci beaucoup de nous donner la possibilité d'être là aujourd'hui et de participer à ce panel très riche. Alors, je voudrais peut-être vous faire part de quelques réflexions pour répondre à cette question. Tout d'abord, c'est un grand encouragement à faire preuve de modestie parce que je pense que l'ampleur et l'incidence de la COVID-19 aux quatre coins du monde est énorme. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'adapter surtout la façon dont nous coopérons afin que l'on puisse trouver des solutions. Et bien entendu, la question se pose d'abord en ce qui concerne le champ d'application, l'étendue de la crise. Et nous voyons qu'il y a des inégalités entre pays, des inégalités qui ont peut-être été réduites, alors que les inégalités se sont creusées encore davantage au sein même des pays. Et je pense que cette crise va peut-être justement, encore une fois, renforcer les inégalités, et pas seulement au sein des pays, mais aussi entre les pays. Et si vous regardez les outils fiscaux et monétaires dont les pays les plus riches peuvent bénéficier pour relancer leur économie, et si vous regardez les possibilités offertes aux pays en développement, vous voyez qu'il y a un réel risque, il y a de grands écarts. Et donc la question est de savoir comment, en tant que communauté mondiale, nous pouvons vraiment augmenter cette puissance de feu. Et je pense que ceci concerne la finance, la RSE et en tant que travailleurs dans le domaine de la coopération au développement, nous devons voir comment l'aide publique au développement peut être utile. Donc, nous travaillons avec les banques de développement, nous travaillons également avec le secteur privé, parce que bien entendu, le secteur privé peut également amener une contribution sur la table. Mais donc, la première chose à faire, c'est d'essayer de mobiliser tous ces moyens à grande échelle. Deuxièmement, je pense qu'il y a un grand défi à relever en termes de coopération et de cohérence. Il est clair que vu l'incidence et l'ampleur et la gravité de ces défis, il est clair que nous devons améliorer la cohérence et la coordination. Du côté européen, nous avons à mobiliser quelque chose que l'on appelle Team Europe. C'est une innovation. Nous travaillons d'une façon différente, en étroite collaboration avec les différents États membres, afin d'offrir à nos partenaires quelque chose qui soit vraiment utile. Et je dois dire que nous pouvons être fiers des résultats parce qu'au cours des premiers mois de la crise, en tant que Team Europe, nous avons pu mobiliser 40 milliards d'euros pour aider ces pays partenaires. Et je pense que ça, c'est vraiment important et ma commissaire, Madame Urpilainen, en a parlé. Il ne s'agit pas seulement d'une relance et d'un plan de relance, il s'agit surtout de se pencher sur la qualité de cette relance. Et donc, sur ce point, nous voulons absolument veiller à ce que la dimension sociale soit au cœur de nos préoccupations. Ma commissaire a bien décidé d'augmenter le niveau de dépenses dans l'éducation et nous verrons comment nous pouvons également investir davantage dans le développement humain. Et je pense que c'est essentiel, c'est particulièrement important. Et en ce sens, je pense que l'Europe dans son ensemble, aimerait vraiment apporter une contribution pour façonner ces politiques. Et c'est vrai qu'on parle souvent de notre économie de marché social, on parle de la façon dont notre économie a tendance de repartager, de répartir ses ressources et nous en sommes très fiers et nous voulons vraiment apporter cette contribution dans la façon dont nous aidons nos partenaires dans le cadre de ces plans de relance. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est un excellent point de départ pour nos discussions. Donc, le champ d'application, la coordination, vous avez parlé de Team Europe
Effectivement, je pense que c'est très important pour assurer cette cohérence et cette coordination. Vous avez également mis l'accent sur la qualité de la relance. Alors, je reviendrai vers vous avec différentes questions parce que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit au sujet de la possibilité de façonner des politiques qui pourraient être partagées de façon plus large avec le reste du monde. J'y reviendrai dans quelques instants, mais je voudrais maintenant me tourner vers Monsieur Rio. Parce que si l'on réfléchit à la crise actuelle, on peut se demander comment la crise a vraiment reconfiguré la coopération au développement et les actions dans ce domaine pour les bailleurs de fonds tels que l'AFD. Quelle est cette configuration qui a été mise en place et qui est en train d'être mise en place suite à la crise? Jour de conférence et merci aux collègues panélistes d'être avec nous. Je rejoindrai Koen dans son appréciation et sa modestie et sa mobilisation. On est en train de vivre une période très singulière pour le monde du financement du développement et du développement durable, je l'espère, un accélérateur en fait d'ambition et de qualité, parce qu'il s'agit bien d'une crise de développement. On n'est pas du tout dans le même schéma que la crise financière de 2008-2009. C'est une crise de la réalité, bien sûr, une crise de santé, une crise d'économie, une crise sociale et une crise, je crois, où tout le monde a compris qu'il fallait bien sûr des réponses de court terme, mais qui n'avaient de sens, et ça la distingue peut-être de la réponse il y a maintenant 12 ans, que si on avait une idée ce que moi j'appelle le monde d'après, c'est-à-dire une idée du long terme, de la décarbonation des économies, objectifs de développement durable qui viendraient orienter la façon dont on répond. C'est aussi une crise globale, donc ça, elle est très nouvelle. On a eu le sida autrefois, il y a 20 ans, on a eu le climat, on a pour la troisième fois une prise de conscience d'un problème mondial que chaque individu perçoit. Et donc, on est bien au-delà des catégories, des frontières traditionnelles du Nord, du Sud, du développement, sur lequel notre communauté est fondée. Et puis, dernière chose, c'est une crise, on en parle peut-être un peu moins, on en parlait avant la crise, mais ça revient et cette conférence est très importante de ce point de vue-là. On a bien compris que les inégalités sont un déterminant absolument majeur et que la crise frappe beaucoup plus durement les populations qui, soit géographiquement, soit pour des raisons de genre, de revenus, de chance, sont placées dans une situation d'inégalité. Et qu'il y a là un levier absolument essentiel pour faire face à la crise. Donc je dirais ce moment que je décris de la sorte est très singulier et nous invite à aller à réinventer probablement en profondeur notre métier, le métier du financement du développement. Il faut, Koen l'a dit, il faut bien sûr garder beaucoup d'ambition. L'Europe le fait, la France le fait aussi. Nous allons repasser à 0,55% de notre richesse nationale pour notre aide au développement et l'objectif de 0,7% a été réaffirmé. Mais il faut aller au-delà de l'aide et effectivement faire levier sur le système financier et également sur le secteur privé. On le fera, j'espère, bientôt. Vous savez, il y a une grande conférence, un grand sommet, le 18 mai sur le financement des économies africaines, où ces questions seront débattues. Et puis, il faut le faire avec des nouvelles formes de coopération. Et là, je crois, ce qui est en train de s'inventer en Europe, sous l'impulsion de
de la Commission et de la Direction générale de la coopération internationale. C'est Team Europe, ces nouveaux instruments IFSD+, à la fois au niveau des projets, mais aussi au niveau du dialogue de politique publique et de trajectoire, fondé maintenant sur la recherche. C'est 32 études, c'est ce projet, cet agenda, cette facilité dont nous allons débattre dans ces 4 jours. Évidemment, il faut que les leçons que nous tirons soient ensuite insérées dans le dialogue de politique et soient insérées dans chacun des projets que finance l'Union européenne, directement ou en s'appuyant bien sûr sur les institutions des États membres, comme l'AFD, comme AECID en Espagne, comme la KfW, comme tous les collègues dans chacun des États membres qui servent bien sûr les objectifs politiques fixés par l'Union européenne. Donc on a, je crois, une vraie carte à jouer, une carte de générosité, une carte de solidarité, une carte de durabilité, et j'espère que les résultats de ces études viendront la rendre encore plus crédible et efficace. Merci. Monsieur Rioux. Je pense qu'effectivement, c'est une contribution très forte, très puissante. Vous avez parlé d'un tournant pour la coopération au développement. Vous avez parlé de l'importance de ce moment. Effectivement, on ne doit pas seulement se concentrer sur la crise actuelle. Nous devons penser au monde de demain et l'appel à l'action que nous allons lancer vise justement à réinventer, à réimaginer le modèle de la coopération au développement afin de répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Je voudrais maintenant me tourner vers Madame Boucher, parce que si nous pensons à Oxfam, nous savons que même avant la pandémie, Oxfam travaillait déjà sur la question de la réduction des inégalités. Et pendant la pandémie de la COVID-19, eh bien, je voudrais savoir si les choses ont changé. Est-ce que vos approches, est-ce que vos priorités ont changé en raison de la pandémie? Oui, merci beaucoup. Je voudrais remercier la Commission, l'AFD et les différents acteurs de nous avoir réunis. Pour répondre à votre question, je dirais oui, les inégalités sont au cœur de notre monde et de notre actualité. Nous devons lutter contre la pauvreté parce que cette pauvreté est en train de nous diviser. Et c'est essentiel. C'est la raison pour laquelle Oxfam a toujours placé les inégalités au cœur de ses actions, depuis la recherche et la politique jusqu'au programme et au travail sur le terrain. Et la pandémie de la COVID-19 n'a fait que renforcer les inégalités. Mais déjà auparavant, nous avions des inégalités très marquées aux 4 coins du monde et une grande partie de la population mondiale ne survit que avec moins de 5 dollars par jour. Et nous ne pouvons pas séparer ces questions. Nous savons qu'1% des plus riches ont dépensé et utilisé davantage ou autant de ressources que 50% de la population, ce qui cause également la destruction de la planète et de la nature. Et donc, je pense que nous avons des crises importantes. Et aujourd'hui, les différentes enquêtes montrent que les inégalités économiques se creusent partout. Et c'est la première fois que cela arrive maintenant en raison de la pandémie. Et nous voyons que des milliardaires, par exemple, gagnent de plus en plus d'argent suite à la pandémie, alors que les pauvres eh bien, vont devoir attendre des dizaines d'années avant de pouvoir reprendre pied. Et ceci va encore creuser nos inégalités. Nous voyons que nous avons échoué au moment de lutter contre les inégalités. Alors, en ce qui concerne nos priorités, en fait, nous souhaitons effectivement travailler davantage pour changer notre modèle économique pour plus d'égalité
Et nous sommes très heureux de voir des dirigeants politiques qui semblent prêts à lutter contre les inégalités. La Commission européenne a également pris une position très claire. Nous sommes prêts à travailler avec tous ces partenaires d'une façon très concrète pour lutter contre les inégalités. Nous voulons également adopter une approche multiples pour faire face aux inégalités. C'est crucial. Nous devons réduire les inégalités, mais nous ne pourrons le faire que si nous comprenons les différentes dimensions de ces inégalités, du point de vue économique, du point de vue de l'éducation, de la politique, des soins de santé, sans oublier les inégalités qui sont fondées sur l'identité, la race, le genre, etc. Ceci entrave les personnes au moment de mener leur vie. Par exemple, les filles pauvres ont beaucoup moins de chances de terminer leur parcours scolaire que les garçons riches à travers le monde. Nous voyons également qu'il y a des discriminations envers des groupes indigènes qui sont sous-représentés comparés aux personnes qui accèdent facilement à l'université et à l'enseignement supérieur. Et donc, Oxfam a voulu analyser ces inégalités avec l'Université de Londres et nous avons développé un cadre pluridimensionnel pour les inégalités afin de promouvoir une compréhension solide des inégalités. C'est un cadre passionnant, innovant également, qui a permis de lancer une analyse en Afrique, au Vietnam et en Amérique latine, soutenue par la facilité de recherche sur les inégalités. Et l'objectif est de lutter contre les inégalités qui sont un phénomène qui présente de nombreuses facettes. Et nous avons recueilli des informations pertinentes au sujet des différents groupes vulnérables dans différentes régions. Et nous pensons que ce cadre pourrait être adopté d'une façon très concrète à travers le monde. On a parlé effectivement de réinventer la pratique du développement et nous devons effectivement essayer de façonner les politiques qui auront une incidence majeure pour lutter contre les inégalités. Donc, nous pensons que c'est une contribution qui sera d'ailleurs présentée en plus de détails au cours de ces 4 journées. Bien, merci beaucoup, Madame Boucher, de cette intervention. Effectivement, je pense qu'il est important de lutter contre les facettes de ces inégalités. Et c'est vrai que chaque fois que l'on échoue sur une de ces facettes, eh bien, on perd des personnes et des personnes perdent les moyens de subsistance qui leur permettent de vivre. Et je pense que dans votre intervention, vous avez également parlé de l'importance du point de vue présenté par la Commission européenne. Effectivement, il faut adopter une approche pour couvrir toutes les dimensions et toutes les facettes des inégalités. Madame Urpilainen avait parlé également de cette approche multiple. Et Monsieur Rémy Rioux avait dit également qu'il était important de se concentrer sur les changements structurels qui sont nécessaires afin de pouvoir imaginer un monde différent. Et je vous propose maintenant de nous tourner vers le prochain intervenant. Lorsque l'on écoute Madame Boucher, on entend les problèmes à travers le monde, mais je voudrais me concentrer sur l'Amérique latine et je voudrais savoir comment cette pandémie a changé les inégalités en Amérique latine. Professeur, pour le moment, votre micro n'est pas activé, malheureusement. Merci d'activer votre micro. Merci beaucoup. Oui, c'est important hein, de ne pas être sur mute. Bien, je voudrais commencer en remerciant les organisateurs. Merci d'avoir organisé ce panel et je vous remercie, Nosy, d'animer et de modérer cette discussion. J'ai écouté avec attention les intervenants précédents et je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'AFD qui travaille avec nous en Afrique, notamment avec donc le Commitment to Equity Institute et je voudrais effectivement vous donner quelques réflexions au sujet de l'Amérique latine. Et je voudrais d'ailleurs inviter les agences et la Commission européenne de regarder l'Amérique latine différemment, sous un nouvel éclairage. Parce que la pandémie a touché très violemment ce continent et je pense que nous allons devoir consentir des efforts supplémentaires
pour veiller à ce que les incidences négatives ne se fassent pas ressentir pendant des dizaines d'années. Alors, je pourrais effectivement vous parler du travail que nous avons réalisé avec mon institut et nos partenaires, mais n'oublions pas que l'Amérique latine a été touchée très durement du côté des soins de santé. Nous avons plus d'un tiers des décès à travers le monde. C'est un continent qui a été touché très durement d'un point de vue économique et également, d'après le FMI, nous avons des statistiques assez alarmantes. Il y aura une mise à jour en octobre, mais visiblement, nous aurons vraiment des incidences très marquées en 2020 et plus marquées d'ailleurs que dans d'autres parties du monde en développement. Alors, nous avons pris des mesures pour contenir la pandémie. Ceci a eu une incidence sur les moyens de subsistance des personnes. Nous voyons que les inégalités se sont creusées. Nous avons vu un renforcement également du phénomène de pauvreté. Nous avons une région qui est fortement touchée par la pauvreté en raison de la pandémie et la pauvreté extrême s'est répandue tout au long de cette période dans cette région. Et ce sont des situations que l'on n'avait plus vues depuis 20 ans. Donc, c'est vrai qu'au cours de ce dernier siècle, eh bien, l'Amérique latine avait beaucoup progressé et là, on fait marche arrière. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans la façon dont les pays ont réagi à la crise. Nous avons étudié ce qui s'est passé en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Mexique, par exemple. Et c'est très intéressant parce qu'en Argentine et au Brésil, ils ont réagi différemment pour protéger les moyens de subsistance et les niveaux de vie des personnes vulnérables. En Colombie, leurs efforts ont été plus limités et au Mexique, quasi inexistants. Et donc, ils ont mis en place des mécanismes pour aider les travailleurs du secteur informel. C'est vrai qu'au début, il était très difficile de toucher les secteurs de la population qui n'étaient pas inscrits au système de sécurité sociale, mais nous avons appris que c'était possible. Cela n'a peut-être pas été réalisé de façon parfaite, mais c'était possible. En Argentine, ils ont pu toucher 9 millions de personnes. Au Brésil, 50 millions de personnes ont été aidées. Et grâce à ces programmes, eh bien, la pauvreté qui aurait pu encore grimper a été maintenue sous contrôle. En Argentine, on a pu vraiment réduire l'impact de 30%. Au Brésil, le programme était aussi plus agressif. Bon, bien entendu, ceci a représenté des investissements de 2% du PIB au Brésil et 1% du PIB pour l'Argentine. Donc, ceci a représenté un montant considérable, mais cela a eu une incidence considérable sur de nombreuses familles qui ne sont pas tombées dans la misère. En Colombie, comme je vous l'ai dit, la générosité était plus limitée et donc par conséquent, on a également limité l'impact sur la pauvreté. Et au Mexique, on s'attendait à davantage de mesures, mais il n'y a pas eu de système de transfert de fonds pour aider la population. Et donc, nous avons de 9 à 10 millions de nouveaux pauvres dans le pays et c'est certainement le chiffre le plus important dans la région. Alors, je voudrais terminer sur une autre remarque. Au-delà de cette lutte contre la pauvreté et les inégalités, je suis très heureuse qu'on en ait parlé dans l'introduction. Je dirais que la pandémie a également touché les populations vulnérables dans d'autres domaines, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la nutrition, de l'alimentation. Et ce qui est très inquiétant, c'est l'incidence à long terme sur l'éducation en Amérique latine. D'après l'UNICEF,
l'UNICEF, nous savons qu'environ 95% des enfants et des jeunes en Amérique latine ont dû arrêter d'aller à l'école pendant un certain temps. Et bien entendu, ceci aura une incidence sur l'apprentissage et sur le décrochage scolaire. Et nous avons des enfants qui viennent de ménages à faible revenu, qui vont donc avoir moins accès à l'éducation. Et nous allons revenir en arrière jusque les chiffres que l'on avait en 1960. Donc, ceci aura une incidence sur l'avenir de l'Amérique latine. On pourrait avoir une polarisation politique plus importante et un avenir moins rose pour l'Amérique latine. Merci beaucoup de cette contribution. Effectivement, je pense qu'il est important de regarder ce qui ne fonctionne pas tout en identifiant les opportunités et les politiques qui fonctionnent. Et je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à cet effet à long terme sur l'éducation. C'est un point qui revient sans cesse sur la table. Alors, professeur Milanovic, vous avez entendu les différentes questions, les différentes réponses. Et moi, je voudrais justement vous demander de réfléchir à ce que l'on vient d'entendre au sujet de l'Amérique latine. Et donc, je voudrais vous poser la question suivante. À votre avis, quelles pourraient être les 2 ou 3 priorités pour les gouvernements dans les pays à faible revenu ou à revenu moyen afin qu'ils n'aggravent pas les inégalités en raison de la pandémie? Et je voudrais également revenir sur ce que le professeur Lustig a dit. Il ne faudrait pas revenir en arrière et aux chiffres que l'on avait dans les années 60, par exemple. Donc, monsieur professeur Milanovic, j'aimerais vous demander de vous concentrer sur 2 ou 3 priorités. Oui, merci. Alors, comme tout politicien, je vais peut-être répondre à la question que j'aurais aimé que vous me posiez. En fait, je voudrais commencer par dire que je travaille dans le domaine des inégalités et peut-être pas vraiment dans les domaines des politiques, mais je voudrais établir une distinction entre les différentes régions du monde. C'est vrai que quelle que soit la région du monde, le taux de mortalité a augmenté et ceci a touché essentiellement les personnes les plus pauvres dans ces différents pays. Et il est clair également que nous aurons une augmentation importante de la pauvreté dans le monde. Si vous avez une diminution de plusieurs points de pourcentage du PIB, eh bien, je pense que ceci va aller au-delà même de la Grande Dépression que l'on avait connue avec un déclin de 2%. Ici, je pense qu'on va aller bien au-delà de cela. C'est vraiment sans précédent. En ce qui concerne les inégalités, je pense que la situation est légèrement différente. Et je voudrais diviser le monde en 3 groupes. Vous avez tout d'abord les pays riches. Vu la quantité d'argent dépensée aujourd'hui aux États-Unis et en Europe, je ne serais pas surpris qu'on nous dise que les chiffres de 2020-2021 montrent une diminution des inégalités monétaires. On pourrait avoir une réduction des inégalités simplement en raison des chiffres et des montants qui sont dépensés. Et ce sont jusqu'à 10 à 20% du PIB qui sont investis. Donc, on pourrait avoir une relance positive et des conséquences positives, notamment aux États-Unis. Ça concerne le monde des riches. Ensuite, on en vient au groupe de pays d'Amérique latine et d'Afrique. Et là, la situation est pire simplement parce qu'ils n'ont pas les ressources financières dont disposent les pays riches pour aider les pauvres et l'incidence de la crise est beaucoup plus importante. Et donc, on pourrait avoir un recul, effectivement, et revenir en arrière de plus de 10 ans ou oui, voire plus. Ensuite, vous avez également la possibilité d'avoir une relance, un rebond, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est envisageable pour l'Afrique, en tout cas d'après les chiffres du FMI. Donc, je pense que ce sont les 2 continents qui sont dans la pire situation. Ensuite, vous avez l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Et là, vous avez des incidences qui sont moins graves, notamment en Chine, par exemple, où on a pu éliminer
la pauvreté absolue, puis en Thaïlande, à Taïwan, au Japon, en Indonésie, vous voyez qu'il y a des effets qui sont assez limités comparés au reste du monde. Et donc, cette partie du monde va continuer sa course vers la convergence avec le reste du monde. Ensuite, vous avez le niveau mondial, et là, vous avez une situation très particulière parce que la convergence de l'Asie du Sud-Est et de la Chine en particulier va en fait réduire les inégalités au niveau mondial. Et la Chine va apporter une contribution qui reste limitée. Par contre, le rôle de l'Inde est très important et malheureusement, l'Inde a connu un déclin important cette année. Et je pense que ceci pourrait justement renforcer les inégalités au niveau mondial. Donc, nous sommes dans une situation très particulière puisque nous avons différentes régions du monde qui ont été touchées de façon très différente. Et même s'il y a des similitudes en ce qui concerne le taux de mortalité et la pauvreté dans chaque pays, lorsque l'on traduit ça tout à fait au niveau mondial, nous avons une situation qui est vraiment unique en son genre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais dire. Bien sûr, il y aura certaines politiques qui vont dériver de cela. Et ce qui a été dit pour l'Afrique et l'Amérique latine, le plus important, bien évidemment, c'est l'appui international. Et comme je suis peut-être conservateur, je me dis que ça va être beaucoup plus long aussi pour l'Afrique de faire face à l'impact de cette crise. Pour répondre à la question à laquelle vous ne vouliez pas répondre, alors, OK, mais vous avez néanmoins soulevé un point très important. Vous avez dressé un tableau mondial et j'ai pris note pendant que vous parliez. Et donc, je me suis rendu compte que vous avez réagi à différentes choses. Et le point que vous avez soulevé concernant l'Afrique et la nécessité d'une intervention des partenaires extérieurs pour la reprise du continent. En fait, Christian Beaune lui-même parlait de l'importance du fait qu'on doit se considérer comme des acteurs primaires qui vont mener cette reprise mondiale. Et je voudrais répéter aux personnes qui nous écoutent de par le monde d'envoyer des questions, d'envoyer des commentaires, nous essaierons d'intégrer dans les échanges. J'en reviens maintenant à Madame Boucher. Madame Boucher, selon vous, après avoir entendu ces premières contributions, à votre avis, quelle est la plus grande menace qui pèse sur la reprise mondiale dans le cadre de la pandémie de la COVID-19? Quelle est, selon vous, donc la plus grosse menace qui pourrait mettre à mal toute intention d'aller de l'avant et de s'en sortir? Oui, voilà. Merci de cette question. En fait, que le professeur l'a très bien dit, c'est difficile de donner une réponse unique, mais voilà, on peut quand même dire que la question du vaccin est sans doute ce qui se pose avec le plus d'acuité. On sait qu'il y a des différences d'accès à la vaccination entre le monde riche et le monde en développement ou le monde plus pauvre. Nous savons que seule une personne sur 10 dans les pays à faible et moyen revenu auront accès au vaccin cette année. Donc, ça va être effectivement un défi pour la reprise économique. Ça, du coup, représente une menace, comme le professeur Lustig le disait. Certains pays ont accru l'accès à des grands groupes de population. Alors, vous citiez le Mexique, là, c'est plus limité. Donc, le manque de vaccins, d'une part, et la limite des investissements aussi dans la campagne de vaccination, tout cela va poser problème, représente un défi. Et il faut poursuivre avec les mêmes mesures qu'on utilisait auparavant, mettre l'accent sur la croissance du PIB, s'attaquer aux grandes disparités. En Amérique latine, en Afrique, la résilience sera essentielle. Donc, nous devons aussi prendre en compte cette tension entre les zones rurales, urbaines, les différences de genre et la
s'assurer que les politiques soient vraiment axées sur les personnes, le bien-être, un peu comme en Nouvelle-Zélande. Donc, il va falloir continuer à mesurer cela et pas uniquement penser en termes de PIB, de croissance du PIB. Alors, comment est-ce que tout cela va être financé? Alors, c'est intéressant d'entendre la mise en place d'un système de taxation pour financer la reprise. Et l'Argentine est un exemple de l'utilisation de l'impôt pour la reprise, à injecter dans la reprise économique. Et c'est aussi comme ça qu'on peut réduire les inégalités. Et en matière de coopération et développement, il y a une autre chose qui est très, très important, c'est de s'axer sur des mesures qui visent vraiment la réduction des inégalités, qui les ciblent vraiment. Et les autres membres du panel ont dit plusieurs choses à ce sujet. Et nous sommes déjà très reconnaissants de cette collaboration dans le cadre de cette facilité de recherche sur les inégalités. Grâce à cela, on a pu approfondir le travail et on a bien compris qu'il fallait bien comprendre le contexte dans lequel on prétend intervenir. Oui, merci beaucoup, Madame Bucher. Vous avez peut-être soulevé un des points les plus importants concernant la vaccination et vous l'avez mentionné comme étant une des plus grandes menaces. Une des menaces qui risque d'augmenter les inégalités. Vous avez parlé également d'investissement limité. Effectivement, ce que vous avez dit également, si on continue comme si de rien n'était, si on appliquait le business as usual, ça ne marchera pas. Et aussi, il est important de bien contextualiser les inégalités. Donc, nous devons avoir une définition multidimensionnelle des inégalités et une des questions également qui viennent des personnes qui participent. Madame Boucher, quand on parle des menaces les plus grandes, à votre avis, quelle est alors aussi la plus belle opportunité? Si on prend en compte l'objectif de développement durable numéro 10, donc quelle est la plus grande opportunité sur la voie de cet objectif? Donc, quelle est selon vous, Madame Boucher, la plus grande opportunité aussi après avoir parlé de la plus grande menace? La plus grande opportunité, c'est l'investissement dans des services essentiels, la santé, la protection sociale, l'éducation, la santé. Ben voilà, on a vraiment là l'opportunité là maintenant d'investir. Je crois qu'on a tous compris au cours de cette année que l'investissement dans la santé ne suffit pas et qu'il faut créer un espace fiscal dans beaucoup des pays d'Afrique. Pouvoir effectivement lever des impôts pour pouvoir investir dans la santé, l'éducation et la protection sociale. Ça, c'est une opportunité qui se pose collectivement. Merci beaucoup, Madame Boucher. Professeur Lustig, on a parlé des plus grandes menaces pour la reprise. On vient d'entendre, Madame Boucher, quelle était la plus belle opportunité. Mais maintenant, on vous pose la question. À vous, quel serait le plan de reprise idéal en termes de politique publique? Bien, merci. En fait, il faut que la reprise soit rapide et qu'elle permette de relancer le marché du travail. Dans des pays qui ont augmenté les taxes, qui ont réduit les dépenses, tout cela doit se faire de manière graduelle et progressive. Donc, les bailleurs de fonds, les organisations internationales peuvent jouer un rôle aussi pour les pays à moyen revenu. Si on oblige les pays, si on force les pays à redresser la situation fiscale trop rapidement, la reprise n'aura pas lieu, ne sera pas au rendez-vous. Et les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en termes d'égalité, de pauvreté, ne seront qu'exacerbés. Donc, il est absolument essentiel d'agir au niveau macroéconomique.
La deuxième chose que je voudrais souligner, dans le même ordre d'idée que Mme Boucher, suite à ce qu'elle a dit, bon, je continue d'enfoncer le marteau en ce qui concerne l'éducation. Il faut à tout prix prendre en compte les effets à long terme de fermeture des écoles. Les prévisions que nous avions faites pour l'Amérique latine concernant la probabilité que les jeunes terminent leurs études secondaires, on est passé de 61% à 47%. Et pour les enfants qui viennent de familles à faible revenu, l'augmentation pourrait passer la fin des études pourrait passer de 52% à 39%. Et donc, alors que d'autres vont continuer à être éduqués au même rythme. Et donc, n'oublions pas que cette crise va laisser des cicatrices pendant des années et des années. Et donc, la fermeture des écoles va avoir un impact qui se fera sentir encore des années et des années et des années. Et donc, investir dans l'éducation est une chose, mais il faut aussi améliorer la qualité du temps d'apprentissage. Il faut revenir, évaluer les systèmes d'éducation, peut-être avoir des programmes plus personnalisés, des structures organisées autrement. Donc, ça signifie que le gouvernement doit faire des efforts et le secteur privé également, un secteur privé à but lucratif ou non, doit également faire des efforts. Alors, bien sûr, pour agir dans les médias, il faut des ressources, surtout des ressources financières. Donc, une des recommandations clés est de ne pas réduire les dépenses à l'éducation. Et bien sûr, réorienter les ressources fiscales vers l'éducation. Professeur Lustig, donc une reprise rapide, c'est la priorité qui met l'accent sur ce que l'on fait au niveau macroéconomique, mais qui considère avec beaucoup de sérieux les politiques de financement de l'éducation. Et comment peut-on accélérer la lutte contre l'impact que représente la fermeture des écoles? Alors, je voudrais tout d'abord m'adresser à Branko Milanovic et vous poser une question. Quelle est la différence entre la réduction des inégalités et la réduction de la pauvreté dans le cadre de la coopération au développement? Oui, il y a une différence. Ce sont deux choses différentes. Diminuer les inégalités, ça veut dire indépendamment de ce qu'on définit comme seuil de pauvreté. Quand on parle de réduction de pauvreté, on réduit aussi les inégalités parce que le fait d'être pauvre fait qu'on est face à plus d'inégalités. Donc, si on est moins pauvre, on est moins victime d'inégalités. Mais ce sont quand même deux choses complètement différentes. On peut également réduire les inégalités en rendant les riches moins riches. Ça aussi, ça permet de réduire les inégalités sans que ça est forcément directement lié à la pauvreté. Je suis assez d'accord avec ce que Bolter et Noria ont dit concernant l'importance de l'éducation et de la santé. Alors, si ça continue comme cela, la crise pourrait ressembler à la révolution culturelle qui a eu lieu en Chine. Si on n'a pas des enfants qui vont à l'école et des jeunes qui vont à l'école pendant 2 ans, ça veut dire qu'on va commencer à perdre une génération. Donc, l'éducation est une question très sérieuse. Je veux également mentionner quelque chose qui ne l'a pas été et qui doit nous faire réfléchir. C'est l'absence totale de préparation à cette crise. Et en fait, ça s'est encore plus fait sentir dans les pays riches. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire une photo, de vous faire un dessin, mais en fait, en tant que scientifique,
pouvez voir quels étaient les pays qui étaient prêts à la crise. Alors, vous verrez le rapport de John Hopkins à ce sujet, qui a été publié 2 mois avant la pandémie. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis, dit-il dans ce rapport, sont les pays qui sont le mieux préparés à faire face à une pandémie. Et des pays comme la Thaïlande, le Vietnam, la Chine sont à un niveau moyen de préparation. Donc, qu'est-ce que l'on fait avec toutes ces estimations? Et on se rend compte aussi que la réalité est différente de ce qui avait été prévu. Alors, vous voulez peut-être nous interpeller, mais renforcer ce que vous avez dit avant. Donc, professeur Leslie, c'est à vous. Non, mais moi, je peux parler pendant des heures et des heures. Donc, je voulais simplement, en ce qui concerne la question sur la différence entre les inégalités et la pauvreté. En fait, on ne peut pas simplement réduire la pauvreté par la croissance et on peut très bien faire réduire la pauvreté par la croissance tout en augmentant les inégalités. C'est ce qui se passe en Chine. Bon. Donc, il y a vraiment une reprise basée sur la croissance. Alors, avec de plus en plus d'inégalités en Chine. Donc, on peut avoir des choses qui peuvent aller dans la direction opposée. Alors, idéalement, enfin, ceci dit, pendant le processus du développement, on peut avoir une augmentation des inégalités qui peuvent ne pas être mauvaises. Tout ce qui se passe en la matière n'est pas forcément mauvais. C'est un processus naturel parce que le fait de passer de zone urbaine à zone rurale ou de zone rurale à zone urbaine, quand la population est mieux instruite, avec plus de gens qui vont accès à l'éducation, ça peut peut-être donner lieu à des inégalités que vous ne voulez pas forcément arrêter. Mais s'il y a des inégalités qui automatiquement sont liées à des facteurs structurels tels que la discrimination, le manque d'opportunités, à des choses qui sont des obstacles qui empêchent les gens de pouvoir bénéficier de la croissance économique. Ça, c'est essentiel pour l'élaboration d'une stratégie de développement. Et je voudrais terminer par quelque chose que j'ai vu la semaine dernière dans le dernier rapport de l'Institut de mesure. Alors, Branco a dit effectivement que les prévisions n'étaient pas bonnes, mais en fait, le problème, ce n'était pas le manque de préparation scientifique. Il faut aussi comprendre la politique, la dynamique politique qui a aussi mené à un manque de préparation à plusieurs endroits. Et ce qu'a révélé ce rapport, c'est que peut-être qu'on n'arriverait pas à une immunité mondiale à cause du problème d'accès à la vaccination. Et peut-être que la pandémie deviendra un problème saisonnier, qu'on aura le COVID chaque année à des moments différents. Donc, il faut qu'on se prépare à cela. Parce que le pire, c'est de ne pas s'en sortir du tout. Mais peut-être que finalement, ça va durer plus longtemps que prévu avant qu'on s'en sort. Et peut-être que la réponse stratégique doit tenir compte de cette possibilité qu'on ait donc une saison du COVID. Madame Boucher, je vais revenir vers vous. Il y a tout un débat actuellement concernant cette question. Mais avant, Monsieur Rioux, après avoir entendu ces échanges très importants, à vous, quel est le rôle du public dans la lutte contre les inégalités? Non, le professeur Milanovic a raison, bien sûr. Il y a dans le grand bouleversement que nous vivons, il y a une dimension macroéconomique, macro-financière, et il est essentiel que des liquidités soient apportées à toutes les régions du monde. Mais il va falloir aussi que ces liquidités atterrissent dans des investissements concrets, dans des services essentiels et touchent les populations, en particulier celles qui sont les plus fragiles. Et donc, je dirais la difficulté dans la crise que nous vivons, c'est qu'il y a à la fois ce challenge
macro-financiers et la nécessité de réinventer, de réactiver beaucoup de voies d'accès, d'instruments qui permettent de toucher les territoires les plus isolés, les populations les plus défavorisées. Et bien sûr, comme dans toutes les grandes crises, on redécouvre depuis quelques mois le rôle effectivement des banques publiques de développement dans leur capacité précisément à lier le macroéconomique et le microéconomique, à jouer le rôle contracyclique, bien sûr. Elles sont toutes quasiment en train de doubler de taille et en même temps de penser aux enjeux de long terme et de transformation structurelle. Et donc, on avait réuni, on a fait un travail de recherche l'année dernière, avec l'université de Pékin en particulier, et beaucoup d'autres collègues. Et on a fait un recensement des banques publiques de développement. On en a trouvé 453. Donc, ça fait 2300 milliards de dollars d'investissement chaque année. Et donc, on s'est demandé si, bien organisé, avec les bonnes incitations, en gérant plus de ressources publiques, sans doute, on ne pouvait pas apporter une réponse à la crise. Il y en a beaucoup en Amérique latine, bien sûr, on en parlait, une centaine, la BNDES, la CAF, la Banque interaméricaine de développement, NAFIN, CABEI. Il y en a beaucoup en Afrique aussi, en Afrique du Sud même, bien sûr. Je pense à nos collègues de la DBSA et à d'autres. Il y en a à peu près une centaine aussi en Afrique. Et donc, probablement, Afreximbank, par exemple, joue un rôle très important aujourd'hui pour fournir des vaccins à de nombreux États africains en complément de COVAX, le mécanisme multilatéral. Et surtout, ce qu'on a découvert donc l'année dernière pendant le sommet Finance in Common, l'Union européenne était très présente aussi dans cette initiative, c'est que tous les dirigeants de ces banques publiques de développement, finalement, ils ont compris le sujet des inégalités. Ils ont compris qu'il fallait lutter contre le changement climatique pour la biodiversité et en même temps prendre soin des problèmes sociaux pour que ces interventions soient durables. Donc je dirais, ce sont des capteurs de ces tensions et ce sont des acteurs de la réduction des inégalités. Et évidemment, ils n'ont pas, tout ça est mystérieux. Nous sommes en train tous d'essayer de trouver les méthodologies, la redevabilité qui s'attache à cette réconciliation des grands agendas, des objectifs de développement durable. Et ce qui se passe dans ce monde-là est particulièrement intéressant. Il n'est pas parfait, évidemment, mais je crois que si on le construit, si on l'organise comme une grande infrastructure publique financière globale, avec des déclinaisons par région du monde, si on la connecte aux gouvernements et leurs capacités budgétaires, évidemment, qui sont essentielles pour la santé et l'éducation, si on l'organise avec les banques centrales, qui sont en train de se saisir aussi du sujet climatique, par exemple, on aurait plus d'investissements publics pour préparer l'avenir et faire face de façon plus forte, mieux préparée pour les prochaines crises. Donc, je dirais, c'est ça qu'on est en train de construire. Et évidemment, l'AFD, comme la direction générale de Kuhn, on se sent une responsabilité particulière de connecter, de renforcer les capacités, d'essayer d'organiser ce grand groupe des banques publiques de développement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rioux, pour cette réponse. Alors, ce qui concerne les investissements congrès, imaginez des instruments financiers. Alors, Monsieur Rioux, avant de poursuivre, un des thèmes qui a surgi dans ces échanges, c'est l'opportunité pour le secteur privé de jouer un plus grand rôle en matière de reprise. Donc, très rapidement, quel serait
l'impact si le secteur public joue un plus grand rôle? Comment est-ce que le secteur public peut vraiment avoir un impact qui a du sens? Quelles seraient vos suggestions par rapport à cela? On est dans une grave crise économique. Donc, bien sûr, les créations d'emplois, bien sûr, les revenus, et donc la situation des plus pauvres, des plus fragiles, va dépendre de la capacité du secteur privé à repartir. Et bien sûr, quand je parlais des banques publiques de développement, ça n'est évidemment pas pour elles-mêmes, mais précisément dans leur capacité à mobiliser des financements privés, bien sûr, sur les marchés et à les transformer en investissements de long terme. Et aussi, bien sûr, vous savez qu'il y a beaucoup d'institutions financières publiques qui sont spécifiquement dédiées au secteur privé, ce qu'on appelle les DFIs, Development Finance Institutions. Et beaucoup d'entre elles ont une expertise particulière dans le renforcement, l'émergence d'un tissu d'entreprises, en particulier dans les territoires où le financement du secteur privé est inachevé ou n'est pas complet. Et donc ça, c'est très important d'activer très fortement ces institutions au moment même où les financements privés se tarissent et au moment où le tissu d'entreprise menace de se déchirer avec les conséquences sociales qui s'y attachent. Donc là, il faut absolument que la coopération internationale alloue beaucoup plus de ressources vers le secteur privé pour éviter de tels phénomènes et permettre que la reprise soit la plus dynamique possible. Mais là, l'Union européenne, je crois, est particulièrement active, dynamique au sein de l'Union elle-même, bien sûr, mais aussi dans son action internationale. Merci beaucoup pour cette réponse, Monsieur Rioux. Comment est-ce que ces institutions financières du développement peuvent réorienter les investissements privés, effectivement, pour avoir une reprise accélérée et de qualité? Monsieur, je voudrais maintenant vous demander ce que pourrait être le rôle de l'Union européenne en matière d'appui à ces banques de développement public auxquelles a fait référence M. Rioux dans le cadre de leur lutte contre les inégalités. Quel pourrait être leur appui? Merci beaucoup de cette question. C'est toujours intéressant de voir tout ce qui émerge en si peu de temps. De ce que j'ai entendu du professeur Lustig, de Branko Milanovic, de Gabriela, m'amènera à faire plein de commentaires et à poser beaucoup de questions. Mais je commencerai par tout d'abord par ce qu'ont dit le professeur Milanovic et Lustig, que je trouve particulièrement intéressant. Enfin, l'angle qu'ils ont abordé, l'angle avec lequel ils abordent le monde me semble particulièrement intéressant. En fait, pour l'Afrique, par exemple, il faut que le soutien international, que l'appui international dirige la reprise. Alors, l'argent, ce n'est jamais qu'une partie de l'équation. Il y a bien sûr des choix politiques qui sont en jeu. Et donc, les choix politiques sont bien sûr par nature politiques et aussi idéologiques. Mais effectivement, l'argent a sa place dans tout cela. Alors, je me dis que il y a peut-être cette tentation d'axer la reprise uniquement sur la croissance du PIB, sur la création d'emplois. On l'espère avec création d'emplois connectés à des emplois liés à la réduction de carbone, etc. Et pour moi, l'essentiel en matière d'inégalité, c'est de mettre l'accent sur ce qui cause le manque d'opportunités, à savoir l'éducation, la santé et avec une attention particulière également à l'aspect genre. Et je ne suis pas sûre que c'est naturellement
qu'il va y avoir des investissements à long terme dans l'éducation, etc. Donc, c'est là où nous devons faire attention et c'est là où nous avons une certaine responsabilité. Quand on se mobilise en tant que communauté internationale pour soutenir certaines parties du monde, dans quelle mesure, alors lorsqu'on mobilise des budgets, des dépenses, on a une influence en même temps sur les choix politiques qui sont faits. Et donc, ça va au-delà de l'appui qu'on fournit aux banques de développement public. Il y a l'appui au gouvernement, l'appui au secteur privé et aux banques de développement public. Et la question est de savoir comment s'engager à ce que ces partenariats internationaux assurent un retour sur investissement. Dans ce cas-là, ça concerne la partie croissance du PIB de l'équation et comment s'assurer que l'impact sur le capital humain soit mieux pris en compte en matière de retour sur investissement. Et ici, je pense qu'avec l'aide publique au développement, avec les nouveaux instruments innovants comme les garanties, les planifications, etc., nous pouvons avoir une incidence parce que dans une certaine mesure, grâce à la gouvernance de ce système, on pourrait être vraiment bien placé pour influencer la façon dont on peut apporter un soutien et quels sont les domaines que l'on peut appuyer. Comme vous avez pu l'entendre de Madame Urpilainen, ma commissaire, nous avons clairement l'intention de veiller à ce que l'éducation en particulier et que la question du genre dans le domaine de l'éducation soit vraiment au cœur de toutes nos actions. Merci beaucoup. Je voudrais saisir cette occasion pour vous poser une question de suivi, Monsieur Duns, parce que je pense que ceci revient à ce que vous avez dit. Vous avez parlé d'une puissance de feu. Vous avez dit qu'il fallait vraiment renforcer cette puissance de feu. Alors, à votre avis, quel est le rôle de l'annulation de la dette afin de réduire les inégalités entre les pays et afin de renforcer la puissance de feu des pays en développement? Et je voudrais savoir si vous avez des commentaires à faire aussi au sujet de ce que l'Union européenne et les États membres font pour justement se lancer dans ces initiatives de soulagement de la dette. Pourriez-vous réagir à ces questions, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Bien entendu, lorsque l'on se penche sur cette puissance de feu, on se dit que cela doit faire partie de l'équation, très clairement. Et je pense que nous pouvons dire avec un certain degré de fierté que l'Union européenne et que les États membres, parce que nous ne sommes pas des créanciers, mais les États membres le sont, et ils ont vraiment adopté une approche assez conciliante à ce niveau. Alors, en ce qui concerne le SCCI dans le cadre du G20, ensuite, en ce qui concerne le cadre qui a été défini et qui permet vraiment d'engager le secteur privé. Donc, les États membres continuent à faire avancer ce processus avec autant d'ambition que possible, parce que si nous pouvons réorganiser la dette et soulager la dette, je pense que ce sera vraiment une mesure importante. Ce n'est pas la seule mesure, mais c'est une mesure importante pour garantir justement cet espace fiscal dont ont besoin ces pays partenaires. Merci beaucoup, Monsieur Duns. Donc, il faut vraiment créer cet espace fiscal pour pouvoir réagir. Alors, professeur Milanovic, je voudrais me tourner vers vous, mais avant cela, je dois me tourner vers la personne qui a levé la main pendant la conversation. Madame Boucher, je pense que vous souhaitiez participer à la conversation. Nous avons parlé de la réduction des inégalités par opposition à la réduction de la pauvreté. Donc, Madame Boucher, je vous donne la parole et ensuite je donnerai la parole à Monsieur Milanovic.
Oui, merci. Et je pense effectivement qu'il s'agit de réinventer, de réimaginer les choses. Lorsque l'on met l'accent sur la pauvreté, on fait référence à la croissance de façon implicite et une croissance qui est peut-être non durable, parce que c'est vrai que l'on revient sans cesse à ce débat sur la crise climatique que nous traversons. Donc, si on se concentre uniquement sur la lutte contre la pauvreté, eh bien, on ne tient pas compte des autres éléments de l'équation, à savoir le modèle de consommation des pays riches. Et ça, c'est une autre dimension importante. Et puis, si vous me le permettez, je voudrais également réagir à ce qui a été dit par Kuhn il y a quelques instants. C'est vrai que chaque pays doit mener cette discussion politique et je pense que la société civile a un rôle important à jouer parce qu'on n'a pas parlé non plus d'une autre inégalité importante qui est celle liée à la possibilité de se faire entendre et de faire entendre sa voix. Je pense effectivement que certains secteurs de la société doivent être mieux entendus. Donc, en tant que société civile, comment pouvons-nous travailler avec les personnes qui, malheureusement, ne sont pas vraiment visibles, qui ne sont pas entendues, et nous devons veiller à ce qu'il y ait une incidence sur eux. Et c'est une question liée à la dimension de race, de genre, d'appartenance à un groupe ethnique que l'on oublie souvent. Donc, effectivement, je pense qu'il faut réimaginer, réinventer le système, mais pour tout le monde. Merci, Madame Boucher. C'est vrai que nous n'avons pas parlé de cette inégalité au moment de se faire entendre. C'est vrai qu'il faut voir qui a un siège autour de la table, qui peut influencer les politiques, qui peut influencer une stratégie que l'on souhaite adopter. Alors, professeur Milanovic, je voulais revenir vers vous et je vous donnerai tout d'abord la possibilité de réagir aux commentaires que vous avez entendus à ce jour ou pour le moment. C'est vrai que nous avons parlé également de ce qui, à votre avis, pourrait être la priorité pour la coopération au développement bilatéral. À votre avis, quelles sont les priorités qui devraient nous venir à l'esprit si nous souhaitons un plan de relance plus durable et plus égalitaire finalement? Bien, je vais simplement répéter ce qui a été dit précédemment par les autres membres du panel. Je pense que dans de nombreux pays, la crise va révéler que l'on a trop peu investi dans le système des soins de santé. Et à cause de cela, bien entendu, la crise sera encore plus grave qu'elle n'aurait dû l'être. Et bien entendu, il y a aussi un manque d'investissement dans l'éducation. Donc, je pense que nous devons vraiment consentir des efforts dans ce domaine. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. La réorganisation de la dette, l'allègement de la dette sont également des éléments importants pour ces pays partenaires. C'est quelque chose qui a déjà été fait par le passé. Donc, ce n'est pas une première, mais c'est important. Donc, voilà peut-être mes conclusions générale. Alors, bien entendu, nous devons revenir à cette discussion sans fin au sujet de la croissance qui est limitée. Je pense qu'effectivement, la croissance est cruciale pour de nombreux pays. C'est ce que nous avons vu pour la Chine et dans le cas de l'Inde qui connaît une croissance très rapide, comme c'était le cas en Chine avant la crise. Et nous avons 1,4 milliard de personnes qui vivent en Inde et qui ne peuvent pas se passer de cette croissance. Donc ça, je dirais que nous ne sommes pas d'accord avec les personnes qui veulent mettre l'accent sur une décroissance. Je pense que nous avons besoin de croissance. Nous en avons besoin plus que jamais. Et nous avons besoin d'investir dans la santé et l'éducation. Oui, merci professeur Milanovic. C'est vrai que ce débat sur la croissance va continuer au cours de ces prochains jours et effectivement, c'est un thème qui va revenir souvent sur la table. C'est vrai qu'il est très, très important que l'on approfondisse cette discussion. Alors, Monsieur Roux, je voudrais revenir vers vous. Je vous ai entendu utiliser le terme réinventer à 2 reprises. Les autres membres du panel ont parlé de réimaginer, refaçonner les choses. Et donc, j'aimerais revenir sur ce point. Cela signifie que l'on doit vraiment réimaginer la coopération au développement de façon plus large. Et donc, j'ai une question à vous poser, Monsieur Rio. Quel est l'état d'esprit
qui est nécessaire, à votre avis, si nous voulons effectivement construire un monde meilleur à partir de maintenant? Donc, outre la réimagination de ce modèle d'entreprise, comment allons-nous pouvoir nous adapter et que devons-nous faire pour avoir une relance réellement qualitative? Vous avez la parole. Yes, you're right. I mean, we're in uncharted territories, so we certainly need to change Des terres inconnues. our mindset. Je pense que nous devons changer notre état d'esprit au niveau politique, mais aussi au niveau opérationnel dans les institutions que nous dirigeons. Et je dirais que nous devons combiner le court terme et le long terme. Nous devons bien sûr faire preuve d'une grande flexibilité, agilité, réactivité. Nous devons répondre aux besoins de la population. Nous devons répondre aux demandes des gouvernements aussi rapidement que possible. Et c'est vrai que nous ne sommes pas toujours aussi rapides que nous le devrions. Mais comme Kuhn l'a dit, le groupe des institutions européennes a réagi assez bien l'année dernière, il me semble. Mais cette crise est toujours là et nous devons maintenir cette dynamique. Nous devons également faire preuve d'une grande prudence pour bien intégrer et réfléchir à ce long terme et le monde après, le monde d'après. Donc, pas le monde de demain, mais le monde d'après-demain. Que va-t-il se passer après, à l'horizon 2050, en termes de neutralité de carbone, en ce qui concerne les ODD? Comment pouvoir établir un lien entre ces deux dimensions? C'est plus important que jamais. Et je pense que c'est là que la recherche a un rôle crucial à jouer. Il faut rester en contact avec les universitaires, le monde académique et continuer à apprendre de leur expérience, comme nous le faisons aujourd'hui, pour essayer de concevoir nos opérations aussi précisément et avec autant d'informations que possible, surtout dans le domaine des inégalités. Mais puisque toutes les questions sont aujourd'hui étroitement liées, très clairement, et puisque nous allons devoir changer la façon dont nous travaillons, eh bien, je pense que cette conférence de cette semaine est vraiment extrêmement importante pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Monsieur Roux. Mesdames et messieurs, je voudrais vous informer que nous allons également écouter Monsieur Martinez-Soliman, mais avant cela, je voudrais insister sur ce que Monsieur Rioux vient de dire. Nous devons réinventer les choses d'un point de vue politique, d'un point de vue opérationnel, mais aussi du point de vue du cadre de réflexion que nous adoptons. Nous devons penser au monde d'après-demain. Alors, j'ai encore 4 minutes avant de lancer la contribution de Monsieur Martinez-Soliman. Et donc, il ne me reste plus que quelques minutes pour les membres du panel. Et donc, je voudrais vous proposer de clore cette discussion, mais d'une façon mémorable et amusante. Donc, je voudrais vous lancer un petit défi. Je vais vous demander d'imaginer un grand panneau d'affichage dans votre ville. Et sur ce panneau d'affichage, vous verrez un slogan qui est lié à la réduction des inégalités. Et donc, c'est une déclaration qui doit commencer par « we can ». Donc, nous pouvons, et je voudrais vous inviter à compléter cette phrase. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de professeurs ici, des membres du panel de grande qualité, mais il ne s'agit pas de publier un rapport ou un paragraphe. Non, c'est seulement une phrase qui commence par « nous pouvons » ou « nous sommes capables de ». Et je pense que vous devez vraiment mettre en lumière votre slogan. Et donc voilà, je vais me tourner vers Madame Boucher. Je vois qu'elle sourit et donc je me tourne vers vous, Madame Boucher. We can. Eh bien, nous pouvons ensemble décider d'avoir ou d'assurer l'égalité entre les personnes pour qu'il y ait une égalité des chances pour tous.
Très bien, excellent panneau d'affichage. Donc, nous pouvons assurer l'égalité entre les hommes et les femmes ensemble. Nous pouvons garantir l'égalité pour tous. Très beau panneau d'affichage qui va certainement attirer l'attention des passants. Je voudrais maintenant me tourner vers professeur Milanovic. Donc, on a parlé de stratégie. Je voudrais maintenant savoir quel est votre slogan. Nous pouvons tous être heureux et sur un pied d'égalité. Voilà, ça va être difficile de faire mieux. Donc, nous pouvons tous être heureux sur un pied d'égalité. Professeur Lustig, nous pouvons, je vous invite à compléter. On peut essayer, nous pouvons essayer. Nous pouvons essayer. Oui, d'accord, merci. Et je voudrais donner le dernier mot à Monsieur Duns. Donc, je voudrais me tourner vers Monsieur Oriou maintenant. Donc, nous pouvons inventer un monde en commun. Waouh, c'est de mieux en mieux. Donc, nous pouvons inventer un monde en commun. Donc, Monsieur Duns, nous pouvons... Et votre micro est désactivé, monsieur, désolé. Donc, nous pouvons égaliser les choses. We can equalize it. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Alors, nous allons maintenant rester connectés pour écouter la contribution de monsieur Magdi Martinez Soliman, qui est le directeur général de l'Agence espagnole pour la coopération au développement international. Il n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais il souhaitait apporter sa contribution à cette conversation. Je voudrais remercier les organisateurs, la FD et la DEFCO, de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole via cette vidéo. Je n'aurais pas aimé rater cette possibilité. Cette facilité de recherche sur les inégalités joue un rôle important puisqu'il s'agit de donner des éléments de preuve au sujet de cette question des inégalités, des politiques et au sujet du rapport coût-efficacité de nos interventions. Au nom de l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement, je voudrais remercier et féliciter la Commission européenne et la DG Partenariats internationaux en particulier et l'Agence française du développement. Bravo d'avoir organisé cette conférence et merci. Nous sommes tous engagés pour réduire les inégalités au niveau national, mais aussi au niveau international entre les personnes et entre les populations. Les partenaires ont un rôle majeur à jouer pour lutter contre ces inégalités et l'Espagne appuie la facilité de recherche sur les inégalités. Ce concept a été étudié par les Nations Unies et par le monde universitaire depuis des décennies avec le lauréat du prix Nobel Amartya Sen et son concept de développement humain qui a été développé ensuite par le PNUD. Ensuite, nous avons eu Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, Esther Duflo, Abhijit Banerjee et Jeff Sachs avec son Institut de la Terre de l'Université de Columbia. En Espagne, Adela Cortina a écrit des articles au sujet de l'aporophobie, la peur du pauvre qui cause la haine, le rejet et qui creuse encore les inégalités. Nous avons également appris et appliqué les mesures pluridimensionnelles de la pauvreté grâce à l'Université de Oxford et le professeur mexicain Hernandez Licona. Et comme l'a dit le président mexicain, finalement, les inégalités au sud concernent l'alimentation, alors que dans le nord, il s'agit plutôt de logement et de refuge. Mais partout, il s'agit d'une question de gouvernance. Et le professeur Sen a posé la question, l'inégalité de quoi? Et la lutte contre la pauvreté et contre les inégalités vont bien au-delà des ODD 1 et 10. Nous voyons que d'un point de vue politique, nous ne pouvons pas réagir en éliminant petit à petit ces facteurs. Donc, nous devons nous concentrer sur le contexte dans lequel interviennent ces inégalités. Et bien entendu, il ne s'agit pas seulement de regarder la somme des effets de chaque discrimination,
discrimination. Donc la réponse doit être complexe. Le logement social, c'est quelque chose de positif, mais on pourrait avoir des gens sans travail, sans accès à l'éducation, dans des appartements avec un revenu ou un loyer modéré. Donc les ONG, les banques, les institutions doivent se concentrer sur l'emploi, l'éducation, l'égalité entre les hommes et les femmes, les changements climatiques pour essayer d'apporter un processus de lutte contre les inégalités. Nous voulons contribuer à ce processus et nous allons suivre le même raisonnement. Nous divisons le travail en différentes catégories, mais c'est très difficile de diviser la pauvreté en fonction de ses origines. Il est extrêmement difficile d'analyser les facteurs multiples des inégalités pour se concentrer sur les facteurs les plus importants, la mobilité sociale via l'éducation, par exemple, ou la sécurité environnementale, y compris la sécurité de l'alimentation et de l'eau, la santé, où il y a une intersection entre la pauvreté et les inégalités. C'est quelque chose qui est révélé puisque 1% des riches ont plus de chances d'être en bonne santé et ces inégalités se creusent. Vous avez également les technologies pour davantage d'emplois, des emplois décents. Vous avez également la question de l'égalité salariale. Toutes ces questions semblent tout aussi importantes et donc il est très difficile de faire des choix. C'est la raison pour laquelle nous devons adopter une approche pluridimensionnelle et plurisectorielle. Et je pense que nous ne devons pas être distraits par un grand catalogue de petites actions de soutien. Et je pense que nous devons absolument adopter une approche globale. Nous avons hâte d'entendre les résultats et les conclusions de cette conférence et de la communauté de pratique sur les inégalités. Nous sommes très intéressés par les travaux menés par les agences comme le PNUD sur le piège de la pauvreté, les inégalités, la gouvernance fragile, en particulier dans les Caraïbes et en Amérique latine, puisque c'est une région avec laquelle nous travaillons en Espagne. Réduire la pauvreté, combler les lacunes et les inégalités fondées sur le genre et l'appartenance ethnique sont des éléments essentiels de notre politique parce que c'est en lien avec les politiques que nous adoptons au niveau national. Cette cohérence est nécessaire partout si nous voulons que cette coopération soit crédible. Si nous ne promouvons pas la cohésion sociale au niveau national, ce sera très difficile de le promouvoir au niveau international. Mais si vous le faites, eh bien, nous devons veiller à ce qu'il y ait de la crédibilité. C'est essentiel pour les opérations au niveau de la communauté internationale. Je vous remercie de votre attention. Oui, je voudrais remercier chaleureusement Monsieur Martinez-Soliman de cette contribution. Merci d'avoir participé à cette conversation. Comme s'il avait fait partie de ce panel, il a abordé de nombreuses questions que nous avons également étudiées dans ce panel. Mesdames et messieurs, si vous me le permettez, je vois qu'il nous reste encore 2 minutes et demie et je voudrais utiliser ce temps pour essayer de revenir certains des points qui sont ressorti de cette conversation. Nous avons entendu que nous devons nous concentrer sur la possibilité d'augmenter l'ampleur de nos actions pour nous pencher sur les changements structurels qui pourraient amener une relance de qualité. Nous avons entendu des mots-clés aujourd'hui et je suis sûre que ce sera reflété dans les médias sociaux. Nous devons renforcer notre puissance de feu. Nous avons également mis l'accent aujourd'hui sur une relance fondée sur l'égalité pour ne pas seulement se concentrer sur les chiffres du PIB. Il faut vraiment veiller à ce que les gens et les sociétés soient au cœur de nos préoccupations. Monsieur Remiro nous a expliqué que nous étions vraiment arrivés à la croisée des chemins pour la coopération au développement. C'est un tournant décisif et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités à nous réinventer, à repenser nos modèles d'entreprise et nos institutions et voir comment nous pouvons travailler en tant que partenaires pour un monde meilleur. Nous avons également la nécessité ou le devoir de réfléchir à la réduction de la pauvreté. Nous devons réfléchir à la croissance. Tout ceci dans un effort concerté pour adopter une approche plurisectorielle, pluridimensionnelle pour atteindre l'ODD numéro 10. Nous avons
avons également entendu parler de l'éducation. Nous avons mis la lumière sur les risques liés à la diminution des dépenses dans l'éducation et nous devons vraiment promouvoir une relance de qualité et nous devons pour cela investir dans l'éducation. Nous avons entendu que nous devions réfléchir aux inégalités d'une façon beaucoup plus vaste. Nous devons également réfléchir à l'inégalité en termes de pouvoir, en termes de capacité à se faire entendre, en termes d'identité, et ceci nous permettra de mieux comprendre la façon dont nous pouvons lutter contre ces inégalités. Nous avons également parlé d'un appel à l'action pour les grands acteurs dans certaines régions du monde, notamment en Afrique, en Amérique latine. On en a parlé à plusieurs reprises dans cette conversation. Il y a un autre point qui a été soulevé par Monsieur Martinez Soliman et qui a également été évoqué dans nos conversations, c'est la cohésion sociale. Nous devons vraiment réfléchir à la façon dont on peut travailler ensemble et promouvoir cette cohésion sociale afin d'avoir une relance plus inclusive. Alors, pour terminer cette conversation, je voudrais remercier les membres du panel. Je voudrais remercier Monsieur Koundounz, Monsieur Remiro, Madame Buchet, Professeur Lustek, Professeur Milanovic. Je voudrais vous remercier de vos contributions et je voudrais également remercier Monsieur Martinez Soliman, bien qu'absent. Et mesdames et messieurs, pour ces 4 journées, n'oublions pas que cette pandémie a vraiment été un outil qui a permis de révéler les inégalités comme si on était passé au rayon X et donc nous devons veiller à ne pas aggraver encore les inégalités, veiller à ne pas miner les progrès sociaux enregistrés. N'oublions pas que cette pandémie vient encore creuser l'écart entre les plus riches et les plus pauvres et nous avons abordé différents exemples de politiques et de stratégies de relance pour lutter contre ces inégalités. Et bien entendu, la solidarité est essentielle. Je pense que nous avons bien entendu les slogans proposés par les membres du panel. Nous devons faire preuve de solidarité pour aller de l'avant. J'espère que vous allez continuer à nous envoyer vos questions et vos commentaires. Je voudrais remercier les membres du panel. Je voudrais vous remercier également de m'avoir invité à animer cette plénière. Je vous retrouverai pour la session de clôture et donc je vous dis au revoir.